Bonjour à tous, Philippe Baclet, directeur du WINEC, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue pour suivre ce 8e webinaire, WINEC webinaire, consacré aujourd'hui à la formation continue sur les énergies marines renouvelables. Alors, ces WINEC webinaires sont plutôt généralement l'occasion de faire le point sur un projet de recherche portant sur les énergies marines, et notamment ceux qui sont réalisés dans le cadre des appels à projets WINEC. Alors pour aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler non pas de résultats de projets de recherche, mais plutôt du développement de la filière, des opportunités d'emploi et de formation dans le domaine des énergies marines. Donc comme d'habitude, la durée de ce webinaire sera de l'ordre d'une heure, questions comprises. Alors juste avant de démarrer, quelques indications rapides concernant le déroulé de ce webinaire et vos moyens d'interagir. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pourrez utiliser le bouton QR en bas de votre écran, donc sur la box qui est indiquée là sur le petit synoptique. Et nous espérons évidemment d'en traiter un maximum à l'issue de la présentation qui va durer de l'ordre d'une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant la présentation. Et enfin, nous vous signalons que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur la chaîne YouTube du WINEC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 7 premiers webinaires de la série. Je vais maintenant débuter la première partie de webinaire consacrée donc à la formation continue WINEC sur les énergies marines renouvelables. Et pour commencer, je vais prendre une dizaine de minutes pour replanter le décor de la réalité industrielle et économique des EMR dans le monde, en Europe, en France et enfin dans notre région, ce qui permettra de bien comprendre quelles sont les opportunités d'emploi à venir dans ce secteur qui est aujourd'hui en pleine expansion. Alors pour débuter, nous allons constater ensemble que les énergies marines en fait regroupent différentes technologies qui ont des niveaux de maturité technologique et de développement commercial très différents. Et plus précisément sur ce graphique, nous allons classer les technologies d'énergie marine en fonction de leur maturité technologique sur l'axe vertical et leur horizon temporel de déploiement commercial qui découle de cette maturité sur l'axe horizontal. Donc, la technologie la plus mature est sûrement l'énergie marémotrice, plus particulièrement en France, puisqu'elle a été pionnière en la matière, avec l'usine marémotrice de la Rance de 240 MW, qui a été inaugurée en 1966 par le général de Gaulle. Et cette installation est restée pendant plusieurs décennies la plus puissante du monde. Donc on peut dire que cette technologie, elle est complètement mature, mais l'acceptabilité sociétale et sociale pour la déployer sur de nouveaux sites à l'embouchure de fleuves est très faible, ce qui exclut aujourd'hui tout nouveau projet, au moins en France. Depuis 3 ans maintenant, ce qui reste très récent, l'éolien offshore fixe a beaucoup mûri et connaît aujourd'hui un développement commercial à un rythme excessivement élevé, de plusieurs gigawatts par an. Viennent ensuite les éoliennes flottantes offshore, dont les grands principes technologiques ont été validés au travers de l'exploitation sur plusieurs années de prototypes à l'échelle 1 en mer, mais qui n'ont pas encore complètement atteint à ce stade la maturité commerciale. Donc, cette technologie est en train de valider actuellement son modèle économique au travers du retour d'expérience de ces fermes très commerciales. Viennent ensuite juste derrière les hydroliennes qui suivent avec un peu de retard, avec un stade de développement à peu près similaire, mais avec un coût de l'énergie qui a sans doute plus de mal à baisser que les éoliennes flottantes aujourd'hui. Et enfin, avec des perspectives de développement un peu plus long terme, on identifie les technologies de récupération de l'énergie des vagues et de l'énergie thermique des océans pour lesquelles des barrières technologiques existent encore et ces barrières doivent encore être surmontées dans le cadre de l'étude du fonctionnement de prototypes déployés dans des projets de recherche et d'innovation en général. Alors maintenant, en ce qui concerne l'éolien offshore posé, je vais présent vous donner quelques chiffres clés du développement de cette technologie, incontestablement la plus mature. Donc selon les chiffres de Wind Europe, fin 2019, 29 gigawatts ont été installés dans le monde, donc plus des 3/4, ça veut dire 22 gigawatts ont été installés en Europe. Alors pour donner quelques éléments rapides de comparaison, une centrale nucléaire française a une puissance moyenne d'environ 1 gigawatt. Et compte tenu des facteurs de charge relatifs,
Cela signifie aujourd'hui que l'éolien offshore produit l'électricité équivalente à plus de 10 centrales nucléaires pour alimenter le réseau électrique du nord de l'Europe. Et que donc les éoliennes en mer sont donc dès aujourd'hui une réalité pour la production massive d'électricité et la transition énergétique au nord de l'Europe. Donc ça représente à ce jour plus d'une centaine de parcs éoliens offshore répartis dans 11 pays de l'Europe du Nord. Depuis plusieurs années, plus de 10 milliards d'euros sont investis annuellement dans l'éolien offshore fixe en Europe et c'est en train de monter très fortement. Cette très forte croissance reste néanmoins assez récente, hein, elle date d'environ 3 ans, et ça s'explique par un coût complet de production d'électricité qui a considérablement baissé, qui a chuté, et qui est désormais compétitif avec toute autre énergie commerciale, comme les fossiles ou le nucléaire, sans doute même l'une des moins chères aujourd'hui. On aura quelques chiffres juste après. En 2017, 3 premières firmes allemandes et hollandaises ont été concédées sans subvention, donc au prix du marché de l'électricité, pour une mise en service dès 2022, donc pour les plus proches, donc c'est vraiment maintenant. Et l'année dernière en France et en Grande-Bretagne, plusieurs parcs commerciaux ont été concédés avec un prix de revente de leur électricité inférieur au prix du marché de l'électricité en Europe, qui est de l'ordre, et en France, qui est de l'ordre d'environ 50 € le mégawattheure. Donc, l'énergie éolienne onshore est donc aujourd'hui, je le répète, à la lumière de ces chiffres, l'une des technologies les moins chères pour produire de l'électricité. D'autre part, si on se projette vers l'avenir, toutes les analyses prospectives, absolument toutes, qu'elles soient de l'Agence internationale de l'énergie, l'Union européenne, de Bloomberg, de UK, NREL, d'autres encore, toutes ces études prospectives s'accordent à dire que cette croissance va encore s'amplifier dans les années à venir, avec des perspectives de l'ordre de 100 gigawatts en 2030, des temps de passage de l'ordre de 300 gigawatts en 2040 et même des perspectives de 500 gigawatts en 2050. Donc avec la poursuite de la croissance du marché européen, qui est précurseur, et l'émergence de nouveaux marchés au niveau international, notamment la Chine et les États-Unis. En conséquence, une analyse prospective récente de l'Agence internationale de l'énergie a prévu que l'éolien offshore allait devenir la toute première source de production d'énergie renouvelable devant le fossile, le nucléaire ou tous les autres renouvelables comme l'éolien onshore ou solaire d'ici 2040. Et la filière a déjà créé en Europe 77 000 emplois en 2020, en Europe du Nord essentiellement, avec une très forte croissance et des prévisions de 200 000 emplois en 2030. Donc, il va y avoir forcément de nombreuses opportunités d'emploi dans la filière dans les années à venir. Alors, en France, voilà, malheureusement en France, la filière ne s'est pas développée aussi rapidement qu'en Europe du Nord, même si nous sommes partis relativement tôt, avec 6 parcs qui ont été concédés successivement en 2012 et 2014. Mais force est de constater aujourd'hui que le déploiement industriel a été très largement retardé, notamment par des procédures qui permettent des recours contentieux à répétition et une procédure d'autorisation globale qui aura duré 7 ans pour les premiers parcs autorisés aujourd'hui, ce qui est beaucoup trop long pour permettre l'essor d'une filière industrielle dans de bonnes conditions. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête et comprendre, c'est que par rapport au domaine des énergies marines et singulièrement par rapport à l'éolien offshore, c'est que la France présente une situation très privilégiée et dispose d'atouts très forts pour développer efficacement cette industrie. De part, d'abord, sa ressource en vent, la seconde en Europe après l'Angleterre, et ça personne ne pourra nous l'enlever, ses capacités portuaires, son histoire industrielle issue de la navale, son réseau électrique robuste, sa capacité de recherche et développement, sans oublier une politique, une volonté politique forte, notamment au niveau des régions littorales et maintenant de l'État. Donc, au-delà de ces avantages intrinsèques, la situation de la France, qui a montré un certain retard à l'allumage, on l'a vu, s'est fort heureusement nettement améliorée, avec tout d'abord une évolution de la législation française qui a permis de rationaliser les processus de concession et d'autorisation grâce à 4 lois successives sur la période 2016-2020 et de se rapprocher ainsi des standards de l'Europe du Nord qui sont déployés dans ces pays. Alors, ça a permis de déboucher sur 4 marqueurs très forts en 2019 pour la filière, avec notamment la première éolienne flottante Floatgen sur le site du Semerel, opérée par Centrale Nantes, alors qui est certes une éolienne prototype, mais néanmoins qui est connectée au réseau et capable de produire de l'électricité comme une machine commerciale, et qui a encore battu cette année
récemment son record de production, avec les premiers parcs éoliens en mer, donc purgés de tout recours, et qui ont enfin pu démarrer leur phase de fabrication. Et en tout premier, le parc de Guérande, au large des Pays de la Loire, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parc de Dunkerque, qui a été concédé au prix record quand même de 44 € le mégawattheure, soit, je le répète, moins cher que le prix spot du marché de l'électricité en France, et qui est de 50 à peu près, et démontre ainsi vraiment la compétitivité de la filière en France. Et enfin, je parlais de volonté politique au niveau national avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en fait la feuille de route de la transition énergétique de la France et qui a sensiblement augmenté la part de l'éolien offshore dans le futur mix énergétique électrique français lors de sa dernière révision de 2020 et notamment sous l'impulsion des régions littorales. Donc les feux sont passés au vert en France. Et d'ailleurs, assez paradoxalement, avec 0 gigawatt à l'eau, à part l'éolienne flotte-gène de 2 mégawatts, la filière a déjà permis de créer environ 3000 emplois en France en 2019, comme le montre l'étude annuelle de l'Observatoire des ENR. Ce que l'on peut également constater, c'est que dans ce panorama français, la région des Pays de la Loire occupe une place privilégiée, avec de l'ordre de 40% des emplois de la filière qui sont concentrés sur notre territoire. Et ça peut s'expliquer par deux principaux piliers. Donc, le premier de ces piliers est industriel, avec la présence d'énergéticiens qui sont en train de développer les parcs au large de nos côtes, comme EDF Renouvelable, Engie, WPD, Shell et Olfi. De grands fabricants de composants qui sont positionnés à l'export via le port industriel de Nantes-Saint-Nazaire et des fournisseurs de services. Alors, on voit d'ailleurs sur cette diapositive deux colis emblématiques de taille XXL qui sont conçus et fabriqués en région des Pays de la Loire, plus spécifiquement à Nantes et Saint-Nazaire. Donc en haut à gauche, la turbine de 12 MW de GE, qui est à ce jour la plus puissante en opération au monde dans le port de Rotterdam, et des sous-stations électriques, la photo en bas à gauche, à droite, pardon, fabriquées par les chantiers de l'Atlantique. Donc, dans ce premier pilier industriel, on trouve également des petites entreprises positionnées essentiellement sur la conception et l'ingénierie de systèmes énergétiques, ainsi que sur l'évaluation des ressources énergétiques en mer et les études d'impact des technologies sur le milieu naturel. Donc, ces PME sont d'ailleurs, pour bon nombre d'entre elles, des spin-offs de laboratoires de recherche. Et puis, le second pilier, c'est un écosystème de la recherche, l'innovation et de la formation qui est très fort et qui est en fait la communauté WIMEC. Donc, cette communauté, WIMEC, c'est la communauté des acteurs en région des Pays de la Loire, à la fois du monde académique, mais aussi du secteur privé, de la sphère institutionnelle, qui travaille donc dans ce domaine des énergies marines et plus spécifiquement sur les sujets un peu plus amont de type recherche, innovation et formation. Donc, le WIMEC regroupe une trentaine d'établissements et de laboratoires de recherche, dont Centrale Nantes et l'Université de Nantes, l'IRT-JDR, qui sont trois des organismes fondateurs de l'IMEC, mais aussi le CEATEC, le CSTB, l'École nationale supérieure maritime, l'ICAN, l'IFREMER, l'Université Gustave Eiffel, bien d'autres. D'autre part, de l'ordre de 75 entreprises régionales partenaires de l'IMEC collaborent aussi à des projets de recherche et d'innovation dans le secteur des énergies marines. Et trois pôles de compétitivité sont également nos partenaires, le pôle mer Bretagne-Atlantique, plutôt ciblé sur le génie océanique, le pôle EMC2 pour le génie productique et logistique, et le pôle SDG2, essentiellement tourné sur le génie électrique. Alors, les compétences cumulées de tous ces acteurs ont permis de monter, de décrocher puis d'opérer plus de 500 projets régionaux, nationaux et européens pour un portefeuille de plus de 100 millions d'euros pour les seuls partenaires nigériens sur les 5 dernières années. Donc, un autre élément très différenciant de l'écosystème IMEC est de disposer de moyens d'essai très importants, reconnus pour certains au niveau international, et qui permettent de couvrir la totalité de la chaîne de la valeur des énergies marines. Et puis, le IMEC est financé par la région des Pays de la Loire, l'Europe, au travers du fonds FEDER, la Carène, soit la métropole de Saint-Nazaire et Nantes Métropole. Donc, le WIMEC est une porte d'entrée sur l'écosystème, mais participe également à amplifier la dynamique de la communauté en opérant ses propres appels à projets. Nous avons présenté la semaine dernière, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi notre dernier webinaire, le soutien au développement. Aujourd'hui, on va parler du soutien au développement de nouvelles formations, dans la formation continue WIMEC que je vais maintenant vous présenter. Alors, tout d'abord, quelles sont les compétences nécessaires pour développer les énergies marines? Elles peuvent être classées
en quelques grandes catégories. Tout d'abord, le génie océanique, avec la conception de structures offshore qui ont besoin de compétences en aérodynamique, en hydrodynamique, la tenue à la mer, en mécanique, en génie civil, en géotechnique, en interaction sol-structure, avec une forte spécificité du milieu marin. Et puis, il est aussi nécessaire de bien connaître et quantifier les impacts du milieu marin sur les dispositifs en mer, les dispositifs EMR, mais comme par exemple la biocolonisation ou la corrosion. Deuxième grande thématique, le génie électrique, deuxième grande compétence, qui est également essentielle à la conception des systèmes de récupération d'énergie, qui comportent la plupart du temps des générateurs électriques, la gestion de l'intermittence de la ressource par le stockage d'énergie, le raccordement depuis le site de production en mer jusqu'à la terre, ainsi que la maîtrise de la qualité du courant injecté sur le réseau électrique à terre. Donc, le secteur des énergies marines a aussi besoin de génie productif pour la conception, puis la fabrication, puis l'installation de grandes structures métalliques, composites, béton, ainsi que le contrôle destructif associé à toutes ces fabrications, ou le monitoring in situ, une fois installé en mer, en continu des structures offshore. Alors enfin, il ne faut pas oublier les sciences humaines et sociales, hein, car elles sont vraiment essentielles. Il y a beaucoup de réglementations complexes. Il peut y avoir un déficit parfois d'acceptabilité ou un mauvais partage de l'espace maritime, qui peuvent être autant de freins qui peuvent ralentir le déploiement de cette industrie qui reste naissante, en tout cas en France, bien plus parfois d'ailleurs que les difficultés technologiques. Et enfin, comme tout secteur industriel, hein, il y a besoin de compétences en soutien logistique, en hygiène et sécurité, en qualité ou en développement commercial. Donc, toutes ces compétences sont également nécessaires à structurer et développer la filière. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de la formation continue UNEC, avec 3 types de formations continues qui sont proposées, les formations dites essentielles, regroupées dans un parcours référent MR, des modules d'approfondissement et des modules intra à la carte que je vais maintenant vous présenter succinctement. Alors, on va commencer d'abord par le parcours essentiel, hein, qui comporte une dizaine de modules de 1 à 3 jours, opérés tous les ans depuis 4 ans maintenant sur le second trimestre de l'année calendaire, soit de mars à juin, à un rythme moyen d'un module tous les 15 jours. Donc, un premier module chapeau, qui est en quelque sorte la synthèse du parcours, permet d'appréhender de manière condensée sur 2 jours l'ensemble des enjeux majeurs de la filière et vous en donnera un panorama général qui est d'ailleurs réactualisé à chaque nouvelle session car le domaine est vraiment en pleine mutation et présente une très forte dynamique en termes d'innovation ou d'évolution de marché. Un deuxième module va vous permettre d'apprendre à caractériser, mettre en forme, prédire les conditions de ressources en vent, en vague, en courant, et vous permettra de comprendre comment utiliser toutes ces données qui sont à la fois la ressource énergétique disponible, qu'il faut transformer de la manière la plus efficace possible, mais qui sont aussi les conditions d'environnement en mer qui devront être tolérées sans casse par les systèmes de récupération d'énergie, à la fois en termes de fiabilité dans des conditions de service, et cela tout au long de leur durée de vie, mais aussi en termes de robustesse en conditions extrêmes lors d'une tempête, par exemple. Alors, le droit de la mer et le droit des EMR sont aussi des réglementations très spécifiques et complexes et fortement évolutives, notamment en France. Et ces règlements sont essentiels à prendre en compte dans le cadre du développement de tout projet de déploiement en mer. Donc, un module est consacré à ce thème-là. Ce premier module, plutôt de sciences humaines et sociales, est complété par une formation sur le partage de l'espace, entre d'une part des activités historiques, hein, déjà fortement implantées, comme la pêche, la navigation commerciale, la plaisance, les activités militaires, l'extraction de granulats, d'autres encore. Et puis d'autre part, cette nouvelle activité de production d'énergie qui doit venir s'intégrer harmonieusement dans un paysage déjà fortement exploité et contraint, et qui se doit donc également d'être exemplaire en termes de préservation de l'environnement naturel. Donc cette fois encore, il est bien essentiel d'appréhender tous ces enjeux de concertation et les règlements associés à ces sujets lors d'un déploiement en mer. Il y a ensuite 4 modules à connotation plus technologique, plus technique, sur les principaux métiers nécessaires au développement de la filière, en commençant par l'hydrodynamique, sur la tenue à la mer des structures posées ou flottantes. À l'issue de ce module, vous serez en mesure de définir la nature des chargements hydrodynamiques auxquels sont soumis les différentes technologies. Vous serez en mesure de comprendre comment sont sélectionnés les modèles numériques pour la prise en compte de ces chargements. Et puis, vous serez en mesure de dialoguer avec les experts
pour élaborer un programme d'essai pour la validation expérimentale des modèles numériques, comprendre par exemple la corrélation entre la simulation numérique et les essais en bassin. C'est une étape importante du développement des techniques. Le module de géotechnique marine, lui, vous permettra de comprendre les méthodes de caractérisation des propriétés des sols en laboratoire et en mer, que ce soit par des méthodes géophysiques ou géotechniques, de lire et d'interpréter les rapports de sol, de comprendre les méthodes de dimensionnement des liaisons sol-structure pour les fondations de structures en mer. Le module production d'énergie électrique par éolienne et intégration réseau vous permettra notamment justement de comprendre les évolutions technologiques assez fortes des éoliennes offshore en termes de génératrices et de commandes, de comprendre le rôle de l'électronique de puissance dans la chaîne de conversion et de production électrique, et de comprendre les enjeux du raccordement au réseau, que ce soit au travers des câbles, des spécifications, des codes de réseau et de la fourniture de services au-delà d'un simple fourniture de mégawattheures électriques. Et puis, enfin, le module de conception et de certification des éoliennes posées flottantes vous permettra d'appréhender les enjeux de certification. Alors, tout d'abord, de la ressource en vent, qui permet de définir les données fiabilisées pour la conception des systèmes énergétiques, puis d'appréhender les enjeux de pré-design des fondations éoliennes, offshore et fixes, dans le cadre de règles de certification, et la prise en compte de chargement extérieur et de conditions de sol, la prise en compte de caractéristiques fréquentielles des structures, et puis enfin de comprendre la démarche des différents groupes de certification IEC, les processus de certification existants et en cours de développement, le schéma de certification globale par exemple. Et vous aurez un cas d'application concret sur les fondations de sous-stations électriques des chantiers de l'Atlantique, à la fois dans ces phases de conception, de fabrication, de transport, d'installation et d'exploitation. Vous voyez toute la chaîne. Alors, le parcours est aussi complété par 2 modules d'anglais, qui est la langue de référence si vous travaillez dans le domaine des EMR, donc berceau, je le rappelle, le nord de l'Europe. Donc, le premier module vous permettra d'être sensibilisé au cadre juridique et commercial qui sous-tendent les contrats des projets EMR, et vous permettra de bien comprendre l'articulation de la supply chain et d'en appréhender le vocabulaire spécifique en anglais. Et puis un second module plus linguistique vous apprendra à utiliser l'anglais des EMR en situation afin de présenter votre entreprise et ses travaux, vos compétences dans le domaine, votre projet professionnel. Et vous apprendra, par exemple, à préparer un rendez-vous d'affaires ou une participation à un salon. Alors, ce parcours, s'il est fait en totalité, est certifiant, c'est-à-dire qu'il vous sera délivré un diplôme, qu'on appelle certificat en formation continue. Et le parcours formation continue UNEC, en mer, est opéré certifié par 2 grands organismes de formation reconnus dans le domaine, Centrale Nantes et l'Université de Nantes, dont bon nombre de formateurs du parcours sont issus. L'équipe de formateurs est complétée par des experts d'autres organismes académiques qui interviennent en fonction de leurs compétences spécifiques. L'Université Gustave Eiffel, le CETIM, l'École nationale supérieure de la marine marchande, le ministère de l'écologie, qui est à la manœuvre pour les réglementations, et plus spécifiquement sa direction générale de l'énergie du climat. Et également, plus d'une quinzaine d'entreprises interviennent également dans le cadre de la formation pour apporter cette fois leur vision très concrète et applicative de cette filière, qui est, je le répète, en pleine mutation, et qui doit donc intégrer très rapidement de nombreuses innovations technologiques ou d'usage. Donc, vous pourrez retrouver un plus de détails sur chacun de ces modules sur le site wimec.fr. Il y a une fiche qui les décrit spécifiquement chacun d'entre eux. Là, les différents modules sont programmés de mars à juin, avec un démarrage le 10 et 11 mars pour le module chapeau technologie et état de l'art des EMR. Et donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme également sur le site du WIMEC ou en nous contactant. Alors, le parcours essentiel, référent, est aussi complété par plusieurs modules d'approfondissement qui permettent un peu d'élargir le socle de compétences, à la fois côté sciences humaines et sociales et à la fois côté technologique, avec notamment un module qui traite de la prévention des risques maritimes dans un champ éolien, un deuxième qui présente l'approche économique des EMR, puis 2 modules plus axés technologie sur la corrosion et la biocorrosion, ainsi qu'un module sur les ancrages et l'installation des systèmes entrés en mer, qui sont des briques essentielles pour le développement de tous les dispositifs de récupération d'énergie flottant, bien évidemment. Alors, nous sommes aussi capables, avec le pool de formateurs, de faire émerger d'autres modules qui, en fonction des besoins, qui nous seraient exprimés. Alors, aujourd'hui, de très nombreux partenaires académiques, institutionnels, industriels nous font confiance et sont venus se former dans le cadre de ces diverses formations numériques.
Donc, ces formations, elles s'adressent à la fois aux entreprises qui sont déjà implantées dans le marché des énergies marines et qui veulent se perfectionner sur tel ou tel sujet, comme aux entreprises qui souhaitent développer leur activité et pénétrer dans ce nouveau secteur, ainsi qu'aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir et bénéficier d'opportunités offertes par ce secteur en plein démarrage et qui promet, comme on l'a vu en introduction, une belle croissance dans les années à venir. Alors, on peut également noter que la formation continue IMEC, dont le berceau sont les Pays de la Loire, recrute aujourd'hui tant pour les formateurs que pour les formés au niveau national. Et nous recherchons toujours pour un domaine spécifique les meilleures compétences pour dispenser les cours. Et les stagiaires viennent aujourd'hui de toute la France. Et la population des formés est à l'image un peu de la filière française qui est aujourd'hui concentrée pour environ 40% en région des Pays de la Loire. Alors, petite nouveauté cette année, et compte tenu aussi du contexte sanitaire, vous aurez le choix de suivre les modules en présentiel, soit en présentiel, donc au Technocampus Océan, au sud de Nantes, à côté de l'aéroport, sauf exception pour certains modules, ou à distance via l'outil Zoom. Et en cas d'évolution de la situation sanitaire, un repli sur le distanciel intégral sera envisagé. Alors, ces trois types de formations, continue IMEC, on a un ADN un peu commun que je vais maintenant vous décrire rapidement. Donc, tout d'abord, ces formations, elles ne nécessitent pas de prérequis techniques forts de la part des stagiaires. Ça implique que la formation reste accessible à un public de non-spécialistes de la thématique enseignée et se focalise plutôt sur l'apprentissage des enjeux du domaine et de comment dialoguer avec les experts du domaine. Deuxième point, la diversité des profils et des stagiaires est très importante en termes de connaissances initiales du sujet. C'est le lot pour toutes les formations continues et d'attente vis-à-vis de la formation. C'est pour cette raison qu'on restreint et qu'on limite le nombre de stagiaires à une quinzaine maximum par module pour faciliter, pour inciter les échanges et les questions. Et les temps de discussion sont ménagés pour interagir avec les formateurs et pour que chacun puisse poser là les questions qui lui semblent essentielles. Donc chacun doit pouvoir repartir avec les questions, avec les réponses plutôt, pardon, aux principales questions qu'il s'est posées en arrivant, qu'il avait en arrivant. Vous aurez donc à la fois des apports plus théoriques et des illustrations très concrètes, soit au travers de cas d'application, souvent tirés de l'expérience de nos formateurs qui travaillent en entreprise, et pour certains modules par des TP, des visites ou des exercices en simulateur. Au cours du parcours ou même à l'intérieur de chaque module, il y aura parfois quelques redondances, mais qui sont assumées, qui permettront alors d'une part d'ancrer les apprentissages et puis d'autre part, et peut-être de manière encore plus importante, de vous montrer qu'au-delà des faits techniques et scientifiques, tous les acteurs n'ont pas forcément les mêmes opinions en termes de performance accessible, de voies de développement prioritaires ou même de perspectives de développement, notamment dans le cas de cette filière industrielle qui est encore jeune et en pleine construction. Donc, nous pensons vraiment que pouvoir appréhender toute cette diversité est très enrichissant, voire indispensable, pour vous construire derrière votre propre opinion. Comme j'ai déjà mentionné, l'anglais est la langue de référence, et notamment pour l'éolien offshore, dans le berceau de l'Europe du Nord. Donc, pour vous familiariser et vous approprier le vocabulaire anglais spécifique au domaine, comme tout domaine, il y a un vocabulaire technique spécifique, les présentations, les supports projetés seront rédigés en majorité en anglais, mais le message, lui, sera délivré oralement en français. Il sera remis aussi un glossaire français-anglais qui regroupera les principaux sigles et les principales expressions qui sont utilisées pour chacune des thématiques qui seront dispensées. Donc, en conclusion, la formation continue IMEC, elle n'a pas vocation, vous l'avez bien compris, à faire de vous des experts de chacun des différents domaines en 1 à 3 jours de formation. C'est bien impossible. Par contre, la formation continue IMEC vous permettra d'acquérir une très bonne vision du domaine des EMR et de ses enjeux et vous permettra de dialoguer efficacement avec les différents interlocuteurs techniques de la filière, et ce, sur chacun des sujets abordés pendant le parcours et qu'on a vu ensemble. Alors, pour terminer, quelques dernières spécificités de la formation continue. Donc, tout d'abord, l'auto-évaluation. Un questionnaire d'évaluation de vos connaissances, a priori, avant la formation, vous sera remis au démarrage de chaque module, et vous le remplirez sur la base de vos connaissances antérieures à la formation. Et puis, à la fin du module, vous reprendrez ce même questionnaire, ce qui vous permettra de vous auto-évaluer et de bien évaluer vos progrès et vos acquis en fin de formation. Un second questionnaire plus classique vous sera aussi remis en fin de formation. Il s'agit parfois plutôt d'un questionnaire de satisfaction dans lequel, et on y tient beaucoup, vous pourrez nous indiquer les points forts, mais aussi tous les points qui vous sembleraient importants d'améliorer et ce qui nous est très utile, voire indispensable pour continuer de faire progresser la formation.
Et puis, ben, pour ceux qui seraient intéressés par cette formation, vous aurez la possibilité d'interagir avec les formateurs post-formation grâce à une boîte de dialogue interactive qui sera ouverte sur le site du LUNEC et dédiée aux seuls participants, bien sûr, à la formation. En conclusion, aujourd'hui, quelques chiffres clés de cette formation LUNEC qui est opérée à partir d'un socle maintenant d'une quarantaine de formateurs, à la fois du monde académique et du secteur privé. Ce parcours il est maintenant opéré depuis 4 ans et nous attaquons la 5e saison, avec un retour d'expérience riche, établi avec les retours de plus de 350 stagiaires, auxquels ont été dispensées plus de 4500 heures de formation à ce jour. Donc, des publics très variés suivent la formation aujourd'hui. Ce ne sont pas moins de 60 entreprises et établissements académiques qui nous ont fait confiance pour former leur personnel jusqu'à présent. Donc, le taux de satisfaction aussi des stagiaires est très élevé. 100% à ce jour des stagiaires se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de cette formation. En complément, et si vous cherchez un emploi dans le domaine des énergies marines, à l'issue de la formation ou dès aujourd'hui, nous vous invitons aussi à consulter le site web du WIMEC qui a recensé en 2020 près de 350 offres dans le seul secteur des énergies marines, avec des offres allant de l'opérateur à l'ingénieur, en passant par des offres de stage, de post-doctorant ou de thèse. Donc, n'hésitez pas à consulter cette base de données pour voir si vous trouvez des offres en adéquation avec votre profil. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation de la formation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au travers de l'interface QR donc, dès maintenant. J'espère que vous allez commencer à les déposer, soit en nous contactant donc après le webinaire et on se fera un plaisir d'approfondir ou de vous réexpliquer un certain nombre de choses qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc, on va passer maintenant à la session de questions-réponses. Donc, je vais aller voir dans l'interface si les premières questions sont arrivées pendant la présentation. Donc là, j'ai une question sur la formation permet-elle d'obtenir un diplôme? Alors, la réponse à cette question est oui, mais alors c'est une formation continue d'abord, donc ça s'appelle pas un diplôme, ça s'appelle un certificat, ça c'est un détail, mais on ne peut obtenir ce certificat qu'en suivant l'intégralité du parcours que je vous ai présenté dans la présentation. Et le certificat sera délivré par Centrale Nantes et l'Université de Nantes, qui sont deux établissements de formation bien connus dans le domaine des ENR, et qui portent cette formation et cette certification, donc ce diplôme en formation continue. Alors, j'ai peut-être une autre question. Les modules d'approfondissement sont-ils d'ores et déjà planifiés? Alors, pour les modules d'approfondissement, je ne vous ai pas montré de date, effectivement. Nous les ouvrons, alors par contre, au fil de l'eau et en fonction des inscriptions. Alors, par contre, ce que je peux d'ores et déjà vous annoncer, c'est qu'il y a suffisamment d'inscriptions à ce jour pour ouvrir le module appréhension des risques maritimes dans un champ éolien, qui sera ouvert en octobre ou novembre prochain. On va fixer prochainement la date, courant février, avec les collègues notamment de l'École nationale supérieure maritime qui dispense cette formation. Et pour laquelle, d'ailleurs, si vous la suivez, vous aurez la chance de pouvoir naviguer virtuellement dans un champ d'éoliennes grâce au simulateur de l'ANSM et jouer quelques scénarios de mise en situation. Donc, on communiquera des dates dans une prochaine newsletter et les informations sur cette programmation. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner en vous connectant notamment sur la homepage du site. Alors, est-ce que certains modules sont déjà complets? Alors, à ce stade, non. Par contre, je vous l'ai dit, on limite à une quinzaine de personnes et la plupart des modules là sont remplis à 2/3, un mois avant le début de la formation du premier module, donc même plus d'un mois avant. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Il reste des places, mais c'est déjà assez rempli pour certains modules. Alors,
j'ai une question, qui seront les experts qui feront les formations? Alors, peut-être, alors je peux redire, hein, un certain nombre de formateurs sont issus du monde académique, donc notamment Centrale Nantes, l'Université de Nantes, hein, qui porte la formation. Un certain nombre d'autres partenaires académiques, quand leurs compétences sont requises, par exemple sur la sûreté sécurité en mer, le NSM est vraiment spécialiste de ces sujets, donc ils interviennent et même pilotent un des modules sur ce sujet-là. Le CETIM intervient sur des aspects un peu spécifiques de corrosion. Donc voilà, un certain nombre de l'université Gustave Eiffel intervient sur des aspects de géotechnique et comment modéliser à échelle réduite les interactions sol-structure avec une centrifugeuse. Et puis, tout un pool de partenaires industriels qui vient vraiment compléter la formation en donnant un éclairage très concret de ce qu'ils font, de comment ils utilisent les technos, comment ils les mettent en œuvre sur le terrain au jour le jour. Donc typiquement, par exemple, pour le module géotechnique, vous allez avoir à la fois des notions un peu théoriques de tassement des sols, de glissement, de fondation, qui vont vous être délivrées à la fois par l'Université de Nantes, à la fois par l'Université Gustave Eiffel, mais vous allez avoir aussi des aspects de mesures géotechniques in situ sur un champ d'éoliennes qui va être dispensé par Géotech, des mesures de géophysique sur ces mêmes champs qui vont être dispensées par GTech, la façon dont sont déployées et installées en mer toutes ces structures qui vont être explicitées par quelqu'un de Principia. Donc voilà, on fait à la fois intervenir et comprendre les notions un peu de base avec un certain nombre de partenaires académiques qui interviennent, et puis des notions et des éclairages très concrets avec des partenaires industriels. Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour de existe-t-il des tarifs ou des aides, des tarifs réduits ou des aides pour suivre cette formation? Bon, donc ce que je peux vous dire, c'est que cette formation, comme c'est d'ailleurs indiqué sur le site, hein, si vous allez sur le site, vous verrez un petit peu ces éléments. Donc, il existe des tarifs. Alors, déjà, chaque tarif est indiqué sur chacune des formations, mais il existe des tarifs préférentiels qui sont accordés pour des formations groupées, plusieurs modules, plusieurs personnes, les demandeurs d'emploi, les personnes qui peuvent, par exemple, s'inscrire à titre individuel, les personnes en congé de reclassement, les thésards, les postdocs, les salariés des laboratoires qui sont lauréats d'un projet WINEC. Bon, voilà. Pour l'ensemble du parcours qui est certifié, il est aussi possible, par exemple, de modifier votre CPF. Alors, néanmoins, chaque cas est vraiment particulier. Et vraiment, le plus simple et la méthode qui est recommandée, c'est vraiment de nous contacter et de contacter nos spécialistes pour toutes ces questions. Et les spécialistes, c'est le service formation continue de Centrale Nantes, notamment l'équipe de Laurence Watron avec Sylvie Châtelier et Audrey Nourillon, qui se feront vraiment un plaisir pour vous donner tous les renseignements et voir avec vous quelles sont les possibilités d'accompagnement en fonction de votre situation spécifique, parce que chaque situation est spécifique. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement ou à passer par moi pour une mise en contact pour avoir des renseignements sur tous ces aspects, budget. Alors, est-ce que le parcours peut être suivi? Alors, j'ai une personne qui pose la question en deux temps. Est-ce que le parcours peut être suivi en discontinu? Par exemple, commencer en 2021 et continuer en 2022? Oui, la réponse est oui. On peut scinder le parcours si, pour des raisons voilà, qui peuvent être des raisons d'organisation ou de financement. Donc là encore, pour chaque cas particulier, je dirais, contactez-nous, tout est possible. Il faut en discuter et on trouvera les solutions pour vous aider à suivre la formation dans les meilleures conditions. Alors, j'ai une autre question là. En cas d'inscription en présentiel, peut-on basculer son inscription en distanciel si la situation sanitaire ne permettait pas le présentiel? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la réponse est bien sûr oui. D'ailleurs, on voit aujourd'hui le distanciel comme une voie de repli envisagée en cas de dégradation des conditions sanitaires ou du durcissement des conditions de circulation des personnes.
Bon, par contre, en cas d'inscription en distanciel, là, ce n'est pas certain que le module présentiel soit possible au dernier moment, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Premier cas, je l'ai évoqué, une dégradation de la situation qui serait liée au Covid. Et puis, deuxième cas, s'il y a peu de personnes en présentiel, le module sera plutôt basculé en distanciel, parce que l'intérêt du présentiel, c'est d'être plusieurs et de pouvoir se rencontrer, dialoguer, interagir. S'il y a qu'un stagiaire qui est inscrit en présentiel, là, on basculera de toute façon, indépendamment de la situation sanitaire, le module en distanciel complet. Donc, ça va dépendre aussi à la fois de la situation sanitaire et à la fois des inscriptions et de ce que souhaiteront les différentes personnes inscrites. Mais je dirais que, voilà. Alors, comment percevez-vous l'acceptabilité sociale des éoliennes offshore aujourd'hui? Alors ça, c'est une question qui sort peut-être un tout petit peu du cadre d'aujourd'hui, mais c'est effectivement, effectivement une très bonne question. Il y a eu, enfin, il faut constater que s'il y a eu des retards en France, c'est pour des raisons de recours et pas pour des raisons techniques ou technologiques, puisque la technologie, c'est la même qu'on la déploie en Belgique, au Danemark, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande ou en France. Et force est de constater que ça a été beaucoup moins vite. Alors, c'est pas forcément toujours une question d'acceptabilité, mais ça peut être aussi une question, et c'est plus, à mon sens, une question d'organisation. Donc là, on s'est plutôt rapproché sur des organisations de type Europe du Nord, à la fois, je dirais, en mettant les débats publics quand il y a encore quelque chose à discuter, et ça, c'est quand même beaucoup plus favorable à l'acceptabilité. Si on discute une fois que tout est figé, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on faisait avant. Donc voilà, il y a eu quatre lois successives sur les dernières années, entre la loi de transition énergétique, la loi pour la transition énergétique de 2016, il y a eu la loi ESSOC en 2018, il y a eu la loi sur les hydrocarbures en 2018 aussi, et puis très récemment encore la loi ASAP en décembre 2020, qui sont venus aussi limiter le nombre je dirais de, de possibilités de recours et de juridictions de recours. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Conseil d'État, avec la dernière loi de 2020, de décembre 2020, qui va juger en premier et dernier recours et sur le fond tous ces sujets. Donc, ce qui va permettre de gagner mécaniquement quelques années. Et l'acceptabilité en elle-même, elle est en général bonne. Quand il y a des études qui sont faites, plus de 70 ou 75% des gens sont pour, globalement. Maintenant, il suffit d'être deux, de former une association et de poser un recours. Donc, voilà. Mais de toute façon, c'est un sujet important qu'il faut étudier, qu'il faut prendre en compte, il faut discuter. Il faut que les instances de discussion soient efficaces et soient au bon moment. Et je pense que toute la chaîne s'est mise en mouvement pour que ces questions-là soient traitées de la manière la plus efficace possible aujourd'hui. Voilà, je suis un peu sorti de la formation continue pour répondre à une question. Alors, quel parcours mène à l'intitulé référent MR? Donc, c'est le parcours que j'ai présenté tout à l'heure avec donc, ce module chapeau, l'analyse de la ressource, les modules de sciences humaines et sociales, les 4 modules sur les 4 métiers un petit peu techniques, donc géotechnique, électricité, enfin, génération d'électricité, génie océanique et puis toute la certification et la conception, plus les modules d'anglais. Voilà, c'est suivre ces 10 modules-là qui donnent accès au certificat référent MR, qui est donc ce diplôme délivré par Centrale Nantes et l'Université de Nantes. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, peut-on suivre cette formation sans avoir de bagage technique type ingénieur? donc, là encore, la réponse est oui. Bon, il faut quand même un minimum un niveau technique, je dirais technicien supérieur, mais pas forcément un niveau technique de type ingénieur. Par exemple, un directeur commercial, par exemple, peut suivre le parcours, et on a déjà eu une personne qui a suivi ce parcours avec ce type de profil. Et on reste quand même sur des notions d'enjeu et de comprendre comment s'interfacer, de comprendre et de pouvoir dialoguer avec les différents corps de métier. Bon, après, chaque cas est un peu particulier. Ça dépend aussi, je dirais, même en termes d'employabilité par rapport à votre parcours.
il faut quand même que vous ayez un socle de compétences qui soit projetable dans le domaine des énergies marines. Donc là encore, je dirais, pour répondre de manière efficace à cette question-là, la réponse est oui de manière générique, mais le plus simple et le plus efficace, c'est aussi de nous contacter pour discuter avec vous de votre projet professionnel, en fait, hein, et puis de valider ensemble que la formation, elle correspond bien à ce projet. Alors, bon, j'ai des questions là qui tournent autour voilà, quel est le taux de réussite en recherche d'emploi avec le diplôme, quel est le taux de transformation des formés vers le secteur OMR. Donc, bon, grosso modo, depuis 2015, on a un tiers des personnes certifiées qui occupent un poste dans le domaine des énergies marines, un tiers dans le domaine du secteur de l'énergie, et puis un tiers qui ont trouvé un poste, mais dans un autre secteur. Alors, pourquoi? Parce que je pense très sincèrement que ce taux va largement augmenter, hein, parce que la filière, elle décolle seulement aujourd'hui en France. Et en 2015, quand on a commencé cette formation, il y a maintenant 4 ans, cette formation, elle est toujours précurseur aujourd'hui, elle est toujours un peu unique, mais il y a 4 ans, elle était encore plus précurseur. Et sans doute un petit peu pionnière et sans doute un peu en avance sur le marché de l'emploi français, en tout cas, pour les ENR. Et quand on parle d'emploi, là, on est plus spécifiquement aussi, hein, quand on parle énergie marine et emploi, à 95%, on va parler éolien offshore. Alors, une fois la formation commencée, combien de temps avons-nous pour valider l'ensemble du parcours et obtenir le certificat? Alors, en fait, si dans la majorité des cas, hein, les personnes qui font le parcours le font sur une année, même si on a vu tout à l'heure, j'ai répondu à une question, on pouvait éventuellement scinder en 2 ans. Mais donc, vous suivez les 10 modules, hein, j'ai montré le calendrier tout à l'heure, hein, il s'étale du 10-11 mars jusqu'à début juin. Et puis, courant juin, vous aurez un oral avec avec un jury qui va juger, qui va vous reposer des questions sur l'ensemble des modules et voilà, qui jugera de votre aptitude à être certifié. Donc en fait, c'est quelques semaines après, vous avez passé le jury et derrière, vous avez directement le certificat, le temps de l'imprimer, de le signer. Donc, dès cet été, si vous suivez la formation, vous serez certifié à condition d'obtenir votre certificat. À ce sujet, je dirais qu'on a aujourd'hui 93% de réussite. On a une personne qui a échoué parce que ça reste quand même un examen. Et donc, ce certificat, c'est pas automatique, c'est pas forcément voilà, donc, il faut quand même passer cet examen et cet oral à la fin pour pouvoir être certifié et obtenir ce diplôme, ce certificat qui est donc délivré par Centrale Nantes et l'Université de Nantes. Est-ce que plusieurs sessions de programmation de chaque module sont prévues dans l'année? Je dirais en général non. Donc, on programme le module, hein, enfin le parcours, pardon, donc sur la période que j'ai mentionnée, hein, de mars à juin, les 10 modules espacés d'une quinzaine de jours. S'il s'avère qu'un des modules était fortement rempli et qu'il y avait de quoi ouvrir un second module, c'est-à-dire qu'on ait au moins 20 inscriptions, puisque 15 pour remplir un premier module, puis 5 pour en ouvrir un second, on peut l'envisager. C'est arrivé, mais rarement. Donc, c'est arrivé 3 fois sur les 4 ans pour 3 modules. Donc, on a fait, je sais pas, dans une cinquantaine de modules. Ça a dû arriver 3 fois. Donc, en général, non. Mais ce n'est pas impossible sur un cas particulier. Mais voilà, sinon, en général, c'est rendez-vous l'année prochaine à la même heure. Et enfin, plutôt à la même date. Faut-il un équipement spécifique pour suivre le format en visio? Alors, spécifique, non. Typiquement, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin d'avoir une liaison Internet quand même la plus stable possible. Donc là, je pense que vous savez si à votre domicile ou chez votre employeur, vous avez ce qu'il faut au niveau liaison. Et puis ensuite, un ordinateur et être capable de se connecter sur Zoom. Donc, on utilise l'outil Zoom pour ces retransmissions, pour ces cours à distance, qui a montré son efficacité l'année dernière, puisqu'on l'a déjà utilisé.
L'année dernière, on a appris en courant, hein, avec le confinement qui a eu lieu, je dirais, on a fait les 2 premiers modules en présentiel jusqu'au 12 mars, et puis ensuite on a dû basculer en urgence en distanciel après le confinement du 12 mars de l'année dernière. Et puis on a appris en courant, on va dire. Donc voilà, ça s'est très bien passé. L'outil Zoom est bien adapté. Donc si vous êtes capable d'avoir un ordinateur chez vous, de disposer d'un ordinateur, d'une bande passante correcte et de pouvoir installer l'outil Zoom, vous pouvez suivre la formation dans un format distanciel. Alors, proposez-vous des rencontres B2B avec des employeurs lors du parcours. Alors, pas formellement aujourd'hui, mais je dirais qu'il y a 2 aspects qu'on peut mettre en avant. C'est que d'une part, la rencontre avec les formateurs, hein, on a un pool de 40 formateurs, donc vous allez rencontrer du monde, à la fois d'horizons très différents, soit des professeurs, on va dire, en université ou en école d'ingénieur, soit des gens qui sont des professionnels et qui sont des professionnels aguerris du secteur, hein, au travers, je rappelle, de 17 entreprises et on a quelquefois plusieurs personnes par entreprise qui doivent intervenir dans le parcours. Donc, toutes ces rencontres avec les formateurs sont riches et permettent aussi de constituer son réseau. Ça, c'est un des intérêts aussi du présentiel, peut-être par rapport au distanciel. On a plus de contacts, forcément. Les contacts avec les autres stagiaires sont aussi très riches, hein, puisque, vous l'avez vu, il y a non seulement des personnes qui peuvent être en reconversion qui viennent à ces formations, ça représente à peu près 30-35%, mais vous avez aussi 50, à peu près la moitié, 50%, qui vient d'entreprises et qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises du secteur et qui viennent soit approfondir un peu leurs connaissances dans un domaine qui est soit le leur, soit un domaine qui leur est connexe. Donc, aussi entre stagiaires, il y a souvent beaucoup d'interactions, et ce qui permet aussi d'échanger des cartes et du réseau. Alors après, et de manière spécifique, mais plus que par des rencontres B2B, je dirais plus au cas par cas, et on travaille avec chacun des stagiaires, et en fonction de leur profil, une fois qu'ils sont certifiés, typiquement, hein, il y a 3, 4, 5 certifiés par an. Hein, voilà, c'est un peu les ordres de grandeur. Donc, on travaille au cas par cas et on met en relation tel ou tel avec des entreprises qui sont plus spécifiquement intéressées par leur profil. Donc, c'est pas des B2B au sens, mais c'est plutôt des mises en relation. Donc, à la fois au niveau des personnes qui seront en interface avec vous au niveau des formés et des formateurs, et puis à l'issue de la formation par le réseau unique. Fournissez-vous des supports de type document PDF pour chaque module pendant les cours? Alors là, la réponse est oui. Donc tous les modules sont mis sous la forme d'un seul et unique document avec un sommaire automatique, donc qui vous permettra aussi de vous y retrouver, et vous pourrez avoir le PDF pour mettre des commentaires sur ce document pendant la formation. Donc ce document vous sera remis avant la formation sous une interface spécifique du site WIMEC, et vous en disposerez avant la formation et au moment du démarrage pour pouvoir donc suivre en même temps sur ce document le déroulé du cours. Donc voilà. Celle-là, j'ai déjà répondu. Alors, question, bon, voilà, c'est un peu la même question. Quels supports sont fournis? Fichiers, informatiques, autres? Donc, voilà, ce qui est fourni, hein, c'est des fichiers informatiques avec les cours, avec les glossaires anglais spécifiques au module, avec le glossaire des acronymes. Pour ceux, alors c'est plutôt à traiter plutôt comme une exception, pour ceux qui auraient qui devrait s'absenter de manière très motivée sur une demi-journée, on serait capable, notamment parce qu'on le fait à distanciel et qu'on peut enregistrer les cours, pour celui qui serait obligé de louper une demi-journée, par exemple, il pourrait revisionner sur notre support. En aucun cas, on mettra à disposition le cours sous sa forme film, mais on pourrait permettre un revisionnage de quelqu'un qui louperait pour des raisons motivées
une demi-journée, par exemple, de la formation. Combien de stagiaires font un parcours complet d'e-module? Donc, voilà, ça dépend des années. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Ben, l'année passée, il y en avait 4. Une année précédente, il y en avait 5. Les premières années, on était plutôt autour de 1 et 2. Donc, voilà 3, 4, 5, ça dépend des années. Aujourd'hui, enfin cette année, je peux pas vous dire parce que les parcours, ça se décante. Alors, on a des préinscriptions de parcours, on en a beaucoup cette année. Donc, ce qu'on voit quand même, hein, c'est que au fil des années, on a de plus en plus d'inscriptions, ce qui est normal, et de plus en plus d'inscriptions tôt. Donc, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, sur l'ensemble des modules, on est déjà à plus de 50 inscrits fermes. Donc, à un mois et demi avant de commencer. Plus d'un mois, enfin, plus, il y a un mois et une semaine avant de commencer. Donc, et pour l'ensemble des modules. Et sans avoir commencé une communication vraiment très active qu'on va seulement commencer maintenant. Donc, là, on a un parcours qui est déjà réservé, plusieurs parcours qui sont en cours de discussion. L'accompagnement dont je parlais tout à l'heure avec le service formation continue pour les parcours, il est essentiel. Donc, vous rapprochez de personnes dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, hein, soit Laurence Loitron, Sylvie Châtelier ou Audrey Morillon, en fonction des modules ou du parcours. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter avec elles des conditions, etc. Je pense que tout doit se faire, là, je dirais, dans un dialogue très serré. Voilà, ça peut être un peu compliqué, ça peut être aussi quelquefois un peu long d'obtenir, par exemple, un certain nombre d'aides. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi rapidement. Pour obtenir des aides, si vous y prenez une semaine avance, c'est sûr que ça calera. Donc, est-ce que vous proposez le cas d'études pratiques sur un des sujets qui est en cours de réalisation pendant la formation continue? Comme je disais tout à l'heure, chaque module est différent, bien évidemment, mais dans chaque module, vous aurez à la fois des apports un peu plus théoriques et à la fois des apports plus pratiques. Alors, dans certains cas, ça peut être sous la forme d'un TP. Par exemple, pour le module 8 ou pour le module 5, il y a des déroulés qui permettent un petit peu sous une forme décortiquée, par exemple, de voir comment on fait un cas de certification ou comment dans le module hydro, on va enchaîner des calculs, sans rentrer dans le détail, entre commencer par faire une base hydrodynamique, puis le mettre dans un logiciel de calcul. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'apparenter un petit peu à des TP. Sur certains autres modules, il y a des visites. Alors là encore, les visites, si le présentiel est autorisé cette année. Sinon, la visite, et on l'a déjà fait l'année passée, elle peut se faire de manière virtuelle. Ça, on l'a déjà fait l'année passée, notamment pour la visite des bassins pour le module 5, donc les bassins hydrodynamiques de Centrale Nantes. Ce sont quand même des installations assez impressionnantes à voir. Hein. C'est un bassin, c'est une piscine olympique, hein, parce que c'est plus grand qu'une piscine olympique, c'est 50 mètres de long, et c'est 30 mètres de large, 5 mètres de profondeur, et vous pouviez y faire des vagues calibrées, donc voilà, monodirectionnel, multidirectionnel, à différentes fréquences. Et donc, c'est intéressant de le voir en vrai pour se rendre compte de la réalité de ces instruments, qui sont des grands instruments de recherche. Bon, par contre, effectivement, si les conditions sanitaires le permettent pas, on sait faire aussi ces visites de manière virtuelle, basées sur des films qui ont été tournés dans ces installations. Voilà, donc, écoutez, est-ce que j'ai d'autres questions? Écoutez, je pense qu'on a. Ah, j'en ai peut-être une. Est-ce que cette formation, et alors peut-être pour terminer, voilà, est-ce que cette formation est valorisable à l'étranger? Bon, dans l'absolu, je dirais oui. Centrale Nantes et l'Université de Nantes sont des organismes qui sont quand même reconnus hein, au niveau international dans le domaine des énergies marines. Bon, néanmoins, ce n'est pas l'objectif premier aujourd'hui de la formation continue ENR. Cette formation, elle forme plutôt pour le marché français émergent aujourd'hui. Et je pense qu'elle y sera plus valorisable parce que référencée, notamment dans les catalogues de bon nombre d'entreprises du secteur qui viennent eux-mêmes suivre la formation. Donc, elle est quand même plus connue, je dirais, sur le marché français. Maintenant, je peux vous donner un exemple ou un contre-exemple d'un stagiaire qui a été recruté, alors certes par GE France, mais pour travailler à la réception des turbines pour leur installation sur leur parc de Mercure en Allemagne.
Donc, c'était en 2010, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Donc, GE avait construit ces turbines dans l'usine de Montoire, et puis ils les avaient envoyées sur le port de Eemshaven. Et il fallait, au niveau du port, assurer toute une logistique, tout un projet voilà, d'installation de ces turbines avec l'ensemble des autres acteurs, donc les installateurs en mer, etc. Et donc, la personne, à l'issue de la formation, avait été recrutée sur ce sujet-là, donc avec un poste à l'étranger. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont au niveau européen et au niveau de l'Europe du Nord. Mais ça commence vraiment à émerger en France. Et quand vous voyez aujourd'hui, on disait tout à l'heure, les parcs ont été purgés de tout recours. Le parc, par exemple, le parc de Guérande va être construit. Sa construction a démarré, hein, sur tous les aspects, que ce soit la substation, que ce soit les turbines, que ce soit les fondations. Tout ça va devoir converger. L'installation en mer va se faire sur les 2 ans 2021-2022. Donc on voit que toute cette montée en puissance de la filière, alors c'est vrai pour Guérande, c'est vrai pour Saint-Brieuc, ça va être vrai bientôt pour le Tréport, Fécamp, Coursol, voilà, donc pour Dieu-de-Noirmoutier dans un second temps. Et puis la suite de la PPE qui découle derrière, Dunkerque, les premiers parcs flottants au large de Bretagne Sud, et 1 gigawatt prévu. Donc 1 gigawatt, hein, c'est 2 gros parcs comme celui de Guérande par an, à partir de 2024, qui sont inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie française. Donc, il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place. Et donc, le secteur va forcément avoir besoin de bras pour faire tout ça. Voilà, bah écoutez, il est 18h05 et en plus, là, je vois que je pense avoir épuisé les questions. Donc, ça va être l'heure de pouvoir conclure. Je vais essayer de replier ça pour y voir quelque chose. Voilà. Donc voilà, donc ben c'est l'heure maintenant, donc comme je l'ai dit, de clôturer ce webinaire. Donc c'est aussi le moment où visuellement j'annonce le prochain WINEC webinaire. Donc il y aura lieu, ben, écoutez, dans un mois exactement, le 4 mars prochain à la même heure, 17h. Et lors de ce prochain WINEC webinaire, ben, nous vous présenterons avec le PMBA, donc le Pôle Mer Bretagne Atlantique, les guichets pour les projets, pour les appels à projets de recherche régionaux et nationaux, donc qui permettent de déposer donc, des projets collaboratifs de recherche et d'innovation. Et puis aussi comment le PMBA peut vous accompagner pour monter ces projets dans le domaine des énergies marines. Donc voilà, donc j'espère que ces très brefs mots d'introduction vous auront donné envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet et de participer avec nous la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Et vous pourrez d'ailleurs vous inscrire dès demain si ça vous intéresse, hein, en ligne sur le site du WINEC, en passant par exemple par l'agenda sur la homepage du site, en sélectionnant la date du 4 mars, c'est le webinaire, et puis vous recevrez de toute manière très rapidement plus d'informations par mail pour vous inscrire, comme d'habitude. Donc pour conclure, vous recevrez également par mail, donc d'ici quelques jours, un lien vers la synthèse du webinaire d'aujourd'hui et la vidéo associée, qui sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du WINEC. Donc n'hésitez pas à partager, à diffuser ces contenus avec les personnes qui seraient intéressées. Donc, si vous êtes intéressé par les énergies marines, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne pas manquer les actualités de l'IMEC ou plus largement celles du secteur et de l'éolien offshore. Donc, si vous êtes intéressé, c'est très simple, en quelques clics sur la homepage du site l'IMEC, à partir d'un bouton qui se situe plutôt en bas de la page de la homepage du site. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux ou revisionner les différents WIMEC meetings sur notre chaîne YouTube. Donc, pour terminer, merci aux participants. Nous étions une bonne vingtaine aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions qui étaient intéressantes et pertinentes. J'espère que cela vous a intéressé. Si ça a suscité des envies de formation, surtout, n'hésitez pas à nous contacter comme on l'a dit. Merci à Sandrine en régie. Comme d'habitude, c'était parfait. Et puis donc, rendez-vous le 4 mars prochain pour parler cette fois des opportunités de dépôt de projet dans le cas des énergies marines.
Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine session de Winec Webinaire.